Bonjour à tous. Let me begin this morning by confirming that Canada and the United States have once again agreed to extend by 30 days the current measures in place along the border. This is an important decision that will keep people in both of our countries safe. Ce matin, je peux vous confirmer que le Canada et les États-Unis se sont entendus pour prolonger d'encore 30 jours les mesures frontalières qui sont déjà en place. C'est une décision importante qui va protéger les gens des deux côtés de la frontière. I also want to address the tragic RCAF plane crash in Kamloops over the weekend. My thoughts and the thoughts of all Canadians are with the families of Captain Casey, Captain McDougall, and the entire Snowbirds team. This has been a very difficult few weeks for members of the Canadian Armed Forces. As we mourn, we remember Captain Casey as a proud Nova Scotian and an outstanding servicewoman, a journalist who turned her talents to the forces. She will be remembered not just for her professionalism, but for her sense of humor and for her kindness. As we honor her, we pay tribute to the bravery of all those who serve today. Our women and men in uniform are always there for us, serving overseas to defend the values we hold dear, working here at home to care for our seniors and lift our spirits with flyovers. So to everyone who so proudly wears the maple leaf, thank you. You do your country proud, today and every day. Au lendemain de l'écrasement tragique d'un avion de l'aviation royale canadienne qui a eu lieu en fin de semaine, les Canadiens sont de tout cœur avec la famille de la capitaine Casey, celle du capitaine McDougall et toute l'équipe des Snowbirds. Au moment où on pleure le décès d'une autre héroïne, on rend hommage au courage de tous ceux qui servent notre pays. À chaque jour, vous faites notre fierté. As we start to carefully and gradually reopen our economy, a lot of people will be wondering what that means for them. If you've been laid off, you're probably waiting to see whether your employer will start up your workplace and rehire you. To help them do that, we've extended the wage subsidy through the summer. This is about getting people back to work and giving businesses the confidence to reopen, rehire, and even grow. Because the way our economy will recover and the way our country will remain resilient and successful is by getting Canadians back to work. Many business owners are already benefiting from this program to rehire and maintain the crucial link between workplace and employee. To employers looking to start up again, please rehire your workers. Use the wage subsidy for their paycheck. That's what it's there for. And for businesses that still need help, today we're taking another step forward. Today I can announce that we are expanding the eligibility of the Canada Emergency Business Account. If you are the sole owner-operator of a business, if your business relies on contractors, or if you have a family-owned business and you pay employees through dividends, you will now qualify. For example, for a hair salon owner with stylists who rent chairs, for a local physiotherapist, for an independent gym owner with contracted trainers. This is for you. We'll have more details very soon about when you'll be able to apply. But we heard you when you said you needed a hand. That's why Minister Ng is also working on potential solutions to help business owners and entrepreneurs who operate through their personal bank account as opposed to a business account or have yet to file a tax return, such as newly created businesses. And, as we announced last week, there's new funding for regional development agencies too, which you can always contact if you still don't meet these expanded criteria. Businesses like yours are the backbone of our economy and the lifeblood of our communities. And whether it's with the CEBA or the expanded wage subsidy, we're in your corner. Pour aider les propriétaires de petites entreprises à couvrir leurs dépenses, on élargit la portée du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Déjà,
plus de 600 000 petites entreprises ont obtenu un prêt de 40 000 par l'entremise du programme. Mais on sait qu'il y a encore plus de gens qui ont besoin d'aide. Donc, si vous êtes l'unique propriétaire et employé d'une entreprise, si votre entreprise dépend de travailleurs sous contrat, ou si vous avez une entreprise familiale et vous payez vos employés avec des dividendes, vous allez être admissible. Par exemple, si vous avez un salon de coiffure où vos stylistes louent des fauteuils, si vous êtes un physio qui travaille à son compte, ou si vous êtes propriétaire d'un gym qui emploie des entraîneurs sous contrat, le programme sera là pour vous. On travaille fort pour que les gens gardent leur emploi ou puissent retourner au travail, et on le fait en aidant les petites entreprises qui sont tellement importantes dans nos communautés à maintenir leurs activités. Parce que c'est comme ça que le Canada va pouvoir revenir en force. Bien entendu, pour qu'on puisse traverser la crise, on doit aussi avoir assez de matériel médical et d'équipements de protection pour que les gens puissent rester en santé et en sécurité. Ce matin, j'aimerais donc faire le point sur l'équipement de protection individuelle. Au cours des dernières semaines seulement, on a doublé notre inventaire de masques chirurgicaux et de visières de protection faciale. Cette semaine et dans les semaines à venir, des centaines de milliers de jaquettes d'hôpital, de lunettes, de visières de protection faciale et d'écouvillons vont être livrés aux provinces et aux territoires. Nous avons également reçu une commande de respirateurs Zoll en provenance des États-Unis. Et parce qu'on veut que le matériel soit produit chez nous autant que possible, on continue d'augmenter notre capacité de production. On a maintenant 15 contrats à travers le pays pour fabriquer des jaquettes d'hôpital. D'ailleurs, on va commencer à recevoir des jaquettes de la compagnie montréalaise Samuelson d'ici la fin du mois. I want to end this morning with some good news, something we haven't had enough of lately. As of today, Canada now has its first university in the north. Yukon College is becoming the new Yukon University. And as a cornerstone for this step, our government has already provided $26 million for a new science building. To everyone who helped make this milestone happen, congratulations. Not just for students, but for all of us. This is truly something to celebrate. Young people have the power to change our country for the better, and it's up to us to make sure that no matter where they live, they have the tools to chase their dreams and succeed. Today, more than ever, we need their vision and their creativity, because that is our path forward. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période de questions par le téléphone aujourd'hui. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. Première question, Michel Lamarche, TVA, à vous. Monsieur Trudeau, d'abord une question sur la frontière. Est-ce qu'il y avait plus de pression de la part des provinces de maintenir les fermetures jusqu'à la fin du mois de juin? Est-ce que c'est la même chose du côté des États-Unis, peut-être pour une fermeture à durée indéterminée? Nous avions parlé beaucoup avec les provinces au cours des dernières semaines et il y avait un désir clair de continuer avec les mesures qu'on a sur nos frontières. Vous savez que c'est une vulnérabilité que nous ressentons tous au niveau de cas de COVID qui pourraient arriver de l'extérieur. Donc, nous allons étendre les mesures que nous avons en place et les Américains ont été très ouverts à l'étendre pour un autre 30 jours. En suivi, Michel? Bien sûr, j'aimerais vous entendre sur la réouverture des commerces à Montréal. Avez-vous des craintes par rapport à ce qui se passe à Montréal et seriez-vous, vous, à l'aise avec le fait d'aller faire un peu de shopping à Montréal? J'ai eu la chance hier d'avoir une conversation avec plusieurs entrepreneurs, des propriétaires de petites entreprises dans mon comté sur Internet, de façon virtuelle, bien sûr. Et j'ai entendu et les préoccupations qu'ils avaient, mais aussi le désir de réengager de façon
graduelle et attentionnée dans l'activité économique. Donc, je sais que les différentes entreprises à travers l'île de Montréal, à travers le pays, vont prendre les bonnes décisions, vont faire très attention. Ils ont souligné que énormément de consommateurs, même s'ils veulent pouvoir consommer et aider leur entreprise locale, ont des craintes. Et donc, il va falloir qu'on fasse ça de façon très attentive pour s'assurer qu'on puisse rouvrir en toute sécurité de façon graduelle. Et moi-même, oui, j'aimerais bien pouvoir me rendre dans différents commerces dans les moments à venir, mais il faut toujours suivre les consignes de santé publique, il faut toujours assurer la distanciation physique et assurer qu'on le fasse seulement si on en a vraiment besoin. Thank you. Operator, next question. Thank you. Merci. Next question, Kate Bolingaro, Bloomberg. Line open. Hi, Prime Minister. So on this news regarding the border extension, I am wondering when exactly will Canada open its international borders, and do you foresee that there will be further extensions to this border closure beyond June 21st? As we've seen, the decisions that we're taking are very much made week to week in this crisis. The situation is changing rapidly, and we're adjusting constantly to what is the right measures for Canadians to get that balance right between keeping people safe and restoring a semblance of normality and the economic activity that we all rely on. We're going to keep making those decisions as time goes on. It was the right thing to further extend by 30 days our closure of the Canada-U.S. border to travelers other than essential services and goods. But we will continue to watch carefully what's happening elsewhere in the world and around us as we make decisions on next steps. Je pense que nous reconnaissons que ça change extrêmement rapidement cette situation et nous allons prendre les décisions qui sont appropriées pour le moment dans lequel on se trouve. Maintenant, c'est important d'étendre pour encore 30 jours les restrictions actuelles à la frontière américaine, mais dans 30 jours, évidemment, on va avoir d'autres discussions. On va regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde, on va regarder la situation partout au Canada et on va prendre les décisions qui sont les bonnes et les décisions appropriées en temps et lieu. À chaque étape, on prend les bonnes décisions pour l'instant dans lequel on se trouve. As a follow-up, Kate? And just a quick question regarding the LEAF program. So it seems that it's been delayed now that we're leaving mid-May when it was supposed to be open. So I'm wondering, when will this rental subsidy program be unveiled and what's the holdup? We were pleased to announce a large employers emergency financing facility a number of days ago now. We're continuing to work with industry, with various partners to fine-tune the program so it's the right thing. It is designed to be a lender of last resort for many big employers. We know that big companies have greater access to capital than small businesses, which is why we help small businesses right away and very generously. But large companies can access borrowed capital on capital markets around the world, and we hope they're going to be able to do that. But if they are unable to, the LEAF will be there to offer them support, to lend them money to get through this COVID situation. We're continuing to work with them on making sure that it rolls out as quickly as possible. Thank you. Operator, next question. Thank you. Merci. Next question, Marika Walsh, The Globe and Mail. Line open. Hi, Prime Minister. Thank you. I'm wondering if you can tell us what your approach is going to be on Keystone XL. What, if anything, can you do if the Democratic candidate is going to cancel the project? A couple of years before becoming Prime Minister, I went down to Washington to advocate for the Keystone XL pipeline. It has been a long position of mine that we need to get our resources to new markets safely and securely, and that's why I've always advocated for the Keystone XL pipeline. We saw the previous Democratic administration cancel it, and we will continue to work with whatever government gets elected in the United States to impress upon them how important Canada is as a secure and reliable supply of energy
stability that they require, even as we move forward to a different future. Okay. J'ai toujours défendu l'oléoduc Keystone, y compris 2 ans avant d'être élu premier ministre. Je suis allé à Washington pour parler aux démocrates de l'importance d'assurer que l'énergie canadienne continue à accéder aux États-Unis. Je vais travailler avec quel que soit le gouvernement à la fin des élections américaines pour les rappeler à quel point le Canada est une source fiable et sûre d'énergie dont ils ont besoin. Mais nous allons continuer de démontrer que nous allons de l'avant de façon responsable en travaillant avec nos partenaires. As a follow-up, Mary Kay? Yeah, so my question was, though, what you will do going forward. But I do want to pivot to Parliament. Andrew Scheer is calling for more in-person sittings. What is your position on how or when Parliament should return? I think as with everything, we need to be cautious and responsible in how we reopen and restart all sectors of the Canadian economy. We understand that it is extremely important to have a strong democracy and strong institutions, not in spite of the crisis, but because of the crisis. And that's why we've been very pleased with extremely effective virtual sittings combined with in-person sittings over the past weeks that have allowed MPs from every corner of the country to participate fully in asking questions in the work that Parliament is doing. My concern is that as we reopen, if we reopen with reduced numbers without virtual sittings, there will be many, many MPs from further parts of the country who will be unable or unwilling to come to Ottawa because of their family's safety, and therefore there will be parts of the country that won't be reflected in our democratic institutions. We've put forward proposals that combine both virtual sittings and in-person sittings to continue the approach we have right now. We look to good conversations with other parties on figuring out that right balance as we move forward safely in upholding the importance of our democracy. Thank you. Operator, dernière question au téléphone. Thank you. Merci. Prochaine question, Mélanie Marquis, La Presse. À vous. Merci. Bonjour, M. Trudeau. Quels changements ont été apportés à l'entente sur la frontière entre le Canada et les États-Unis? Pour l'instant, on continue avec la même entente qu'on avait. Je pense qu'il y a toujours des petites discussions pour voir s'il y a d'autres changements qui devraient être amenés pour ajuster, pour modifier. Mais pour l'instant, c'est le même accord. En suivi, Mélanie? Oui, il y a une des dispositions justement de cette entente-là qui concerne le refoulement des demandeurs d'asile irréguliers. Comptez-vous, est-ce qu'elle s'y trouve toujours et est-ce que vous comptez réclamer la pérennité de cette mesure-là, M. Trudeau? Oui, on continue avec les mêmes mesures qui étaient en place par rapport aux demandeurs d'asile pour les 30 prochains jours. Et évidemment, c'est une situation qu'on vit depuis quelques années où des demandeurs d'asile viennent irrégulièrement au Canada. On cherche depuis un bon bout de temps à trouver une façon de régler cette situation de façon à rester ancré dans nos valeurs et nos principes en tant que pays, mais de travailler de bonne foi avec notre partenaire au Sud. On va continuer d'avoir des discussions, mais à chaque étape, nous allons nous assurer qu'on est en train de respecter tous nos principes et nos valeurs en même temps. Hi, Prime Minister Tom Perry, CBC. As provinces start to reopen, testing and tracing is going to become more important. Now, we understand that came up in your call with First Ministers. What have you offered the provinces and territories in terms of support on that, and what more can you do? The federal government has put forward a proposal that recognizes that increased contact tracing and increased testing are going to be key to a reopened Canadian economy. We need to make sure right across the country that we have a strong capacity to respond wherever there might be a resurgence or a flare-up of COVID-19, and that means having significant resources at the availability of all regions and provinces. So the federal government has offered to invest in a national
national framework to lead the way on testing and contact tracing. We are working with the provinces right now to ensure that it works for all of them, but we're going to be moving forward on ramping up massively our testing and our contact tracing. Okay. Nous savons que dans une économie rouverte, ça va être extrêmement important de répondre rapidement s'il y a une résurgence de la COVID-19 dans un endroit ou d'un autre à travers le pays. Donc, le gouvernement fédéral a décidé qu'il faut augmenter de façon massive notre capacité de faire du dépistage et de suivre les contacts des gens qui auraient pu être infectés. Et donc, nous avons offert d'accroître les capacités à travers le pays. Nous travaillons avec les provinces pour mettre sur pied cette approche pan-canadienne, mais nous savons que ça va être essentiel dans la façon que nous avançons. And on the border, when things do start reopening, what kind of infrastructure do you want to see in terms of testing, in terms of tracing, I guess other things as well? What's it going to look like when we start allowing non-essential travel across the Canada-US border? These are ongoing questions. We've given ourselves another month before we have to have the right answers to those questions on non-essential travel. But even now, we know that we need to do more to ensure that travelers who are coming back from overseas or from the United States as Canadians are properly followed up on, are properly isolated, and don't become further vectors for the spread of COVID-19. We're working closely with the provinces to ensure that arrival of people into Canada, even now, but certainly once we get to a point where non-essential travel picks up again in the coming months, I guess, we need to have strong measures in place, and we're looking at those closely. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Christian Noël de Radio-Canada. Je vous amène sur la scène internationale. Il y a une pétition qui dit que le Canada n'est pas digne de siéger à l'ONU, qu'on ne devrait pas le faire, et il y a des Canadiens qui l'ont signé. Comment vous répondez aux gens qui disent que le Canada n'est pas digne de siéger à l'ONU, notamment pour ces questions, les questions sur la Palestine, le Venezuela, les Autochtones? Et comment est-ce que le Canada peut continuer de faire campagne, et en quoi le fait qu'on soit divisé comme ça sur la question, ça affaiblit nos chances? Je pense qu'il n'y a aucune division sur cette question. Les Canadiens veulent tous que le Canada ait une voix forte et raisonnable sur la scène internationale. Et c'est ce que nous cherchons toujours à avoir. Le Conseil de sécurité des Nations unies est un moyen d'assurer que nos valeurs soient partagées, que nous sommes en train de pousser pour une meilleure collaboration entre les différents pays au niveau multilatéral. Et nous allons pouvoir le faire avec ce siège aux Nations unies, mais c'est un moyen de continuer l'impact du Canada dans le monde et non, un but en soi. Par rapport à ceux qui sont en désaccord avec notre position sur le Venezuela, le dictateur Maduro est illégitime et est en train de créer une crise humanitaire épouvantable au Venezuela qui envoie des réfugiés dans tous les pays de l'Amérique du Sud. Et nous nous tenons de tout cœur avec nos alliés et nos amis en Amérique du Sud pour regarder une solution à cette crise épouvantable. The UN Security Council seat is a means for Canada to continue its strong advocacy and presence for our values on the world stage. We know that there is a lot of reflection that needs to be had on how to handle this COVID-19 crisis and how to bring forward a better world in the coming years. I think when we reflect on the scale of this crisis, many people have compared it to what happened 75 years ago around World War II. Well, in the years following World War II, we created a range of multilateral and multinational institutions like the IMF, like the World Bank, the Bretton Woods institutions that helped the world over the following decades develop tremendous prosperity and opportunity for people right around the world. 75 years later, we have another crisis that is comparable in scale to that Second World War, and I think there need to be real reflections on how we move forward as a world, how we update and adjust our various multilateral institutions to better respond to the world we're becoming part of right now in a post-COVID era.
Canada's voice is going to be really important, as it was around the forming of the Bretton Woods institutions, as it will be as we create a better, more prosperous, fairer world for everyone. And Canada having a voice at the UN Security Council will allow us to continue to be at the heart of those discussions as we move forward as a planet. Pouvez-vous être un peu plus précis là-dessus en français, à savoir est-ce que le rôle que le Canada joue au sein de la lutte pour la COVID au Canada peut être utile ou est-ce que vous vous en servez pour faire la promotion de votre campagne? Et deuxièmement, il y a des Canadiens qui disent vous ne devriez pas y avoir accès, il n'y a pas unanimité au Canada. Est-ce que ça nuit? Nous avons géré cette situation au Canada de façon assez efficace, mais il y a toujours plus à apprendre de nos voisins, de nos alliés autour du monde. Et donc, les forums multilatéraux comme le G7, le G20, la francophonie, le Commonwealth et tous les autres sont utiles à pouvoir comprendre et apprendre comment on peut rouvrir de façon sécuritaire, mais aussi comment on peut travailler ensemble pour les prochaines étapes dans la lutte contre ce virus. Mais en même temps, il faut réfléchir qu'on compare souvent cette crise qu'on est en train de vivre à la crise qu'on a vécue de façon mondiale autour de la Deuxième Guerre mondiale. Or, dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, on a créé nombreuses institutions internationales pour nous guider dans les décennies à venir et elles ont très, très bien fonctionné pour créer de la prospérité jamais vue partout dans le monde. Maintenant, nous devons de réfléchir à quelles pourraient être les modifications, les améliorations à ces institutions qui vont nous amener à travers le 21e siècle. Et le Canada peut et doit avoir une présence dans ces discussions, pas seulement parce qu'on arrive assez bien à gérer une économie dans l'ère de COVID et garder des principes et des valeurs qui nous sont chers, pas juste à nous, mais à bien des gens autour du monde, mais parce que les prochaines étapes de rebâtir une économie mondiale de façon plus équitable, plus prospère pour tous, c'est des choses dans lesquelles le Canada peut avoir une voix très forte. Et c'est exactement pour ça qu'on cherche à avoir un autre moyen d'avoir une voix forte au sein des importantes conversations à l'international. Morning, Prime Minister Kevin Gallagher with CTV National News. President Donald Trump is threatening to pull American funding from the World Health Organization and reconsidering his country's membership in that UN agencies. Now, some European countries have come to the support of the WHO. Where does Canada stand? Canada believes that multilateral institutions like the WHO are extremely important, particularly at a time of a global health crisis like this one. No global institution is perfect, and there are obviously things we need to work on and things we need to improve about multilateralism, and that's one of the reasons why Canada has been so incredibly active over these past weeks and months, including in this crisis, to advocate for a rethinking and improvement of our global situations and our global institutions in line with our values. We will continue to do that. We will continue to support the WHO, even as we look for improvements to our multilateral systems. China has actually pledged $2 billion for the WHO, and obviously leading up to this, the organization has faced criticism for its handling of misinformation at the beginning of this outbreak coming out of China. So are there any concerns for you that there's such a large influence in the term of funding commitment from China to the WHO? I think there are always going to be reflections about the relationships between the largest donors to multilateral institutions and the functioning of those multilateral institutions. I think as we move through this crisis and particularly come out of it, we will have to be asking questions about the independence and the strength of those organizations to be able to do the kinds of things that are absolutely necessary in keeping everyone around the world safe. That balance does need to be looked at carefully. There will be some real questions around China, of course, in the coming months and years that need to be answered, and we will be part of that.
Prime Minister Janet Silver, Global News. Earlier in your opening remarks, you commented on the Snowbird crash over the weekend. And I'm just wondering, have you since spoken to Captain Casey's family? Have they expressed concerns about the snowbirds flying and whether or not you think they should be grounded? I have had a couple of conversations over the past couple of days with the Minister of Defense, and I know he and others are very closely engaged with the families, and I will, of course, be speaking to the family of Captain Casey and others. I think there are very good questions being asked by a whole lot of people about safety right now, first and foremost by the RCAF, and there is going to be a proper investigation, and we're going to allow them to do their work before we make assumptions about what might be the outcome of that investigation. J'ai parlé plusieurs fois au ministre de la Défense cette fin de semaine au sujet de cet accident terrible. Et bien sûr, je vais parler aux familles impliquées. Mais pour l'instant, nous allons laisser l'aviation royale canadienne faire le travail de l'enquête nécessaire dans comment ça a pu se produire avant de sauter à des conclusions sur la sécurité de ces avions. I just want to turn south of the border. President Trump says he's been taking the malaria drug hydrochloroquine for about a week and a half now, and he says it's a good preventive approach to getting COVID-19. I just want to get your thoughts on whether or not you think it is a good preventative approach. I will continue to follow advice of medical professionals and implore every Canadian to follow the best advice of our medical health experts. Merci. C'est ce qui met fin à la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci tout le monde.